l'associé de ma femme m'a dévisagé durant le dîner, m'a pris pour un moins que rien, m'a humilié devant tout le monde, et a passé le reste de la soirée à regretter d'avoir ouvert la bouche. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Reban m'a fixé ce soir-là, avec ce sourire de celui qui sait déjà qui vous êtes, ce que vous n'êtes pas, et ce que vous valez. Il m'a toisé de la tête aux pieds en moins de 3 secondes, comme ceux qui ont l'habitude de classer les gens avant même de les saluer. Et puis, devant toute la table, devant les associés, devant les clients, et devant ma propre femme, il a ouvert la bouche. Ce fut l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Je ne le savais pas encore, mais il a passé le reste de cette soirée à souhaiter de toute son âme ne m'avoir rien demandé, à souhaiter avoir gardé ce sourire caché, à souhaiter avoir choisi quelqu'un d'autre à ridiculiser. Car ce qu'il a découvert cette nuit-là, ce que tout le monde dans cette pièce a découvert, n'était pas ce à quoi il s'attendait. Et ce que ma femme a compris, pour la première fois en 11 ans de mariage, n'était pas quelque chose que j'avais prévu de révéler non plus. Pas ce soir-là, pas comme ça, pas devant tout le monde. Mais Reban m'y a forcé. Et quand quelqu'un vous force à être qui vous êtes vraiment, la seule chose à faire, c'est de l'être entièrement. Alors, je l'ai été. Et le silence qui a suivi fut le plus long que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais je ne commencerai pas par là. Je commencerai là où tout prend son sens. Avec Maricela. Avec une femme qui est à mes côtés depuis 11 ans, sans vraiment savoir qui elle a épousé. Non pas parce que je lui ai menti, mais parce que je n'ai jamais trouvé le moyen de le lui dire. Sans que cela sonne comme quelque chose que je ne suis pas, sans donner l'impression de me vanter, sans que cela change la façon dont elle me regarde. Cette façon simple et honnête que j'aime tant chez elle. Maricela est architecte. Elle a passé 15 ans à construire sa carrière, avec une discipline que peu de gens possèdent. Je l'ai vue se lever à 5 heures du matin pour revoir des plans, avant même que je n'ai fini mon café. Je l'ai vue rentrer à 23 heures, les yeux fatigués, mais avec cette étincelle intacte, celle qu'elle a lorsqu'un projet l'enthousiasme vraiment. Elle ne travaille pas par obligation. Elle travaille parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Et ça, dans un monde où la plupart des gens traînent les pieds pour aller au bureau, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré en silence. Quand elle a ouvert son propre cabinet il y a 4 ans, je n'ai pas bien dormi pendant des semaines. Non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que je sais ce qu'il en coûte de bâtir quelque chose soi-même. Je connais le poids de mettre son nom sur la porte et de tout parier sur le fait que ça marchera. Et je la voyais rentrer, avec ce mélange d'épuisement et de satisfaction que seule possède une personne qui construit quelque chose de réel, quelque chose qui lui appartient. Et je la regardais en pensant, cette femme n'a besoin de personne pour lui ouvrir des portes. Elle les construit elle-même. Je ne le lui ai jamais dit avec ces mots. C'est juste ma façon d'être. Je garde les choses importantes pour moi. Non pas par froideur, mais parce que certaines choses se disent mieux par la présence que par les mots. En étant là, en répondant présent, en étant constant quand tout le reste échoue. Et j'ai toujours été là. Pendant les nuits difficiles, pendant les décisions compliquées, pendant les moments où le cabinet vacillait et où elle doutait. Il y avait Hernan, le mari silencieux, celui qui ne parle pas beaucoup en réunion, qui arrive en vêtements simples et ne fait pas de commentaires tape à accent grave l'œil. Celui que, si vous le croisiez dans la rue, vous n'imagineriez pas qu'il puisse être quelqu'un d'important. C'est moi. Ou, du moins, c'est ce que les gens voient quand ils me regardent. Et pendant de nombreuses années, cela m'a suffi. Il me suffisait d'être invisible. Il me suffisait que Maricela sache qu'elle pouvait compter sur moi, sans que le monde entier ait besoin de le savoir aussi. Je n'ai jamais aimé le bruit. Je n'ai jamais aimé les apparences. Si j'ai appris quelque chose au fil des ans, c'est que l'argent véritable ne fait pas de bruit. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Et les gens qui ont vraiment quelque chose à offrir ressentent rarement le besoin de le prouver lors d'un dîner. Reban, lui, n'avait pas encore appris cela. Et ce soir-là, devant tout le monde, il allait l'apprendre à ses dépens. Mais il restait encore un peu de temps avant ce moment. D'abord, il fallait que l'invitation arrive. Il fallait que ce dîner, que Maricela m'a mentionné un mardi soir, presque en passant, alors qu'elle examinait des documents sur la table de la salle à manger, arrive enfin. Elle m'a dit que Reban avait organisé un dîner pour célébrer un nouveau contrat, un grand projet, le plus grand que le cabinet ait décroché depuis son ouverture. Elle m'a dit que ce serait dans un restaurant du centre, que des clients importants seraient là, et qu'elle aimerait que je l'accompagne. Elle me l'a dit avec cette voix douce qu'elle a quand elle ne veut pas me mettre la pression, mais qu'au fond,
elle attend que je dise oui. Et j'ai dit oui. Je n'y ai pas trop réfléchi. Maricela compte plus pour moi que mon malaise social. Et si elle voulait que je sois là, j'allais y être. Dans mes vêtements habituels, avec mon silence habituel, sans préparer de discours, sans rien planifier. Je n'ai jamais planifié ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est juste arrivé. Reban n'était pas le genre de personne qui passe inaperçu. Je l'ai compris dès l'instant où il est entré dans le restaurant ce soir-là. Il n'est pas arrivé. Il est apparu. Il y a une différence. Arriver, c'est simplement être là. Apparaître, c'est faire en sorte que tout le monde vous remarque, sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Et Reban savait exactement comment faire. Il est entré, la veste parfaitement ajustée, les cheveux impeccablement coiffés, avec cette précision qui coûte de l'argent, du temps, ou les deux. Il a salué les premiers arrivants d'une poignée de mains fermes, de celles qui disent « Je suis là et je suis important », sans avoir besoin de mots. Il souriait avec aisance, avec ce naturel de quelqu'un qui s'est tellement entraîné que cela ne semble plus être de la pratique. Et il a balayé la pièce du regard, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être le centre de l'attention, vérifiant que tout était à sa place, que tout le monde était à sa place. J'étais assis à côté de Maricela, un verre d'eau devant moi, observant sans que personne ne m'observe. C'est ainsi que je suis habituellement à ces événements, présent, mais invisible, attentif, mais silencieux. C'est une position que je connais bien et que, au fil des ans, j'ai appris à apprécier. De là, on voit tout. De là, on comprend qui est chacun, avant même qu'il n'ouvre la bouche. Reban, par exemple, a mis moins de 10 minutes à me montrer exactement qui il était. Ce n'était pas grossier. Ce n'était pas une insulte directe. C'était quelque chose de plus subtil que ça. Et précisément pour cette raison, c'était plus révélateur. C'était sa façon de saluer chaque personne à table. Avec les clients, effusif, chaleureux, plein d'attention. Avec les associés du cabinet, respectueux, professionnel, égalitaire. Et avec moi. Quand Maricela m'a présenté, il a été cordial, de cette manière particulière que certaines personnes ont lorsqu'elles ne savent pas trop quoi faire de quelqu'un qui ne rentre dans aucune de leurs catégories connues. Il m'a tendu la main et m'a regardé une seconde de trop. Pas avec hostilité, mais avec évaluation. Comme lorsqu'on ouvre une porte en s'attendant à trouver quelque chose, et qu'on trouve autre chose, et que le cerveau a besoin d'un instant supplémentaire pour traiter l'information. Maricela a dit, « Je te présente Hernan, mon mari. » Et Reban a répondu, « Bien sûr, le fameux Hernan. Maricela parle beaucoup de vous. » Il a souri. J'ai souri. Et il avait déjà décidé qui j'étais, avant même que je n'ai prononcé un seul mot. Je l'ai remarqué dans la façon dont il a immédiatement détourné la conversation vers quelqu'un d'autre. Je l'ai remarqué dans la façon dont, pendant les 20 premières minutes, son regard est passé sur moi comme il passerait sur un meuble, sans s'arrêter, sans curiosité, avec ce calme de celui qui a déjà classé et refermé le dossier. Je n'ai rien dit. J'ai bu mon eau, j'ai écouté les conversations, et j'ai observé. Le dîner a commencé, avec ce rythme propre aux réunions où l'argent et l'ambition se côtoient à la même table. Tout le monde parlait de projets, de contrats, de chiffres, des tendances du marché immobilier. Reban menait la conversation avec habileté, je dois l'admettre. Il savait quand parler, quand faire une pause, quand lancer un fait qui impressionnerait, sans donner l'impression d'essayer d'impressionner. Il était bon à ça. Vraiment bon. Maricela participait, avec cette confiance tranquille qu'elle a lorsqu'elle est dans son élément. Je la regardais de temps en temps et je pensais la même chose que d'habitude, quelle est la personne la plus compétente que je connaisse dans son travail. Elle parlait des structures de conception, des décisions esthétiques et fonctionnelles, avec une clarté qui rendait tout simple, même si ça ne l'était pas. Les clients écoutaient attentivement. Reban la regardait, avec ce respect sincère qu'ont les partenaires qui savent que l'autre est indispensable. Et j'étais toujours là, à côté d'eux, en silence, avec mon verre d'eau. C'est pendant le deuxième plat que Reban a décidé, pour une raison que je ne comprends pas encore tout à fait, de m'inclure dans la conversation. Ou plutôt, il a décidé de m'utiliser dans la conversation. Il y a une différence entre ces deux choses aussi. À un moment, le sujet a tourné autour des investissements. L'un des clients, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par de nombreux cycles économiques, a fait un commentaire sur les fonds d'investissement immobilier et la façon dont ils dynamisaient le marché. C'est là que Reban a saisi l'occasion de parler d'un projet spécifique qu'il avait en tête,
quelque chose de grand, quelque chose qui nécessitait un capital important, et il a mentionné en passant qu'il avait essayé d'approcher certains fonds sans grand succès. Et puis, il m'a regardé. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Peut-être par instinct. Peut-être par cette impulsion que certaines personnes ont d'inclure la personne la plus silencieuse de la table au moment où elle s'y attend le moins, comme une forme de divertissement social, comme un petit test dont tout le monde sera témoin et dont ils connaissent déjà l'issue. Il m'a regardé et m'a demandé, avec ce sourire à l'aise qu'il avait eu toute la soirée, « Et vous, que faites-vous dans la vie ?» Une question simple, 4 mots, mais ce n'était pas une vraie question. C'était une classification déguisée en question. C'était la manière polie de demander à quel niveau vous vous situez, pour savoir comment vous traitez le reste de la soirée. Je le sais, parce que je connais cette question. Je l'ai entendue des centaines de fois lors de dîners comme celui-ci. Et je sais exactement ce qui vient après, en fonction de votre réponse. Si vous dites quelque chose d'impressionnant, la conversation s'ouvre. Si vous dites quelque chose d'ordinaire, la conversation se referme avec un sourire poli, et plus personne ne vous adresse la parole jusqu'à l'heure de dire au revoir. J'ai répondu ce que je réponds toujours quand je n'ai pas envie d'expliquer quoi que ce soit. J'ai dit, je travaille dans l'investissement. Reban a hoché la tête, avec cette expression que les gens ont lorsqu'ils traitent une réponse qui ne leur dit rien, mais qu'ils n'ont pas non plus l'intention d'approfondir. Une sorte de « ah d'accord » qui signifie en réalité « compris, non pertinent ». Et puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Ou peut-être que si, mais je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de tact. Il s'est tourné vers le client qui avait fait le commentaire initial et, avec un léger sourire, il a dit « Nous travaillons tous dans l'investissement d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas ?» Et il a laissé échapper un petit rire. Le client a ri aussi. L'un des autres associés a souri. C'était une seconde, moins d'une seconde, mais c'était suffisant. Maricela n'a pas remarqué, ou si elle l'a fait, elle a choisi de ne pas réagir. Je la connais bien, et je sais que dans ce genre de situation, elle préfère ne pas faire d'histoire pour quelque chose qui peut sembler mineur. Et techniquement, c'était mineur. Techniquement, ce n'était qu'un commentaire, une petite blague. Le genre de chose qui, si vous la relevez, vous fait passer pour quelqu'un qui surréagit. Mais je l'ai remarqué. Et Reban savait que je l'avais remarqué, car pendant une fraction de seconde, il m'a regardé directement, avec cette confiance tranquille de celui qui vient de faire quelque chose et sait qu'il s'en tirera sans problème. J'ai de nouveau bu mon eau. Et quelque chose en moi, quelque chose que je garde normalement très immobile, très caché, très loin de ces situations, a commencé à bouger lentement. Ce n'était pas de la colère. La colère est bruyante. Et je ne suis pas bruyant. C'était autre chose. C'était cette clarté froide qui apparaît lorsque vous comprenez que la soirée est sur le point de changer de direction, et que vous êtes le seul à table à le savoir pour l'instant. Reban a continué de parler. Les autres ont continué d'écouter. Et je suis resté silencieux, avec mon verre d'eau, attendant le moment précis. Car en 11 ans à faire ce que je fais, j'ai appris quelque chose qui vaut plus que n'importe quel titre ou n'importe quel chiffre sur un compte en banque. J'ai appris que le moment arrive toujours. Qu'il ne faut pas le forcer. Qu'il ne faut pas le précipiter. Que la seule chose à faire, c'est d'être prêt quand il se présente. Et j'étais prêt. Le restaurant avait cette atmosphère que seuls les endroits qui savent exactement ce qu'ils vendent parviennent à créer. Ce n'était pas ostentatoire. C'était précis. Des lumières chaudes sur des nappes blanches. Des verres en cristal captant le reflet des bougies. Des conversations se mêlant juste au bon volume, assez pour créer une ambiance, sans empêcher d'entendre ce qui se disait à côté de soi. Le genre d'endroit que Reban choisissait parce qu'il savait que cela communiquait quelque chose. Que cela disait, sans le dire, que les gens assis à ces chaises appartenaient à un certain niveau, que ce n'était pas un lieu pour n'importe qui. J'étais déjà venu dans ce restaurant. 3 fois, pour être exact. 2 fois pour des réunions d'affaires. 1 fois avec Maricela, pour notre 8e anniversaire. Je connais le sommelier par son nom. Mais ce soir-là, je n'en ai rien dit. Je me suis assis, j'ai commandé de l'eau, et j'ai laissé l'ambiance faire ce que Reban voulait qu'elle fasse, placer chacun à sa place. Ce que Reban ne savait pas, c'est que les lieux ne me classent pas. Il y a longtemps, j'ai appris à entrer dans n'importe quelle pièce et à me sentir exactement pareil dans toutes. Non pas par arrogance, mais parce que la vraie sécurité ne dépend pas de l'environnement.
Elle ne dépend pas de qui vous regarde, ni du prix de la nappe. Elle dépend de quelque chose d'interne, que l'on a ou que l'on n'a pas, et qu'aucun dîner ne peut donner ou enlever. Mais ce soir-là, assis en face de Reban, je me suis souvenu que tout le monde n'avait pas encore appris cela. La conversation avait continué après son commentaire. Le sujet des fonds d'investissement est resté sur la table, comme quelque chose de non résolu, et Reban l'a repris avec sa capacité naturelle à orienter la conversation là où il le souhaitait. Il a commencé à parler d'un projet immobilier spécifique, un projet résidentiel haut de gamme dans une zone en forte appréciation. Il a parlé de mètres carrés, de projection de rendement, de délai de construction. Il le faisait bien. Il utilisait les chiffres avec l'aisance de quelqu'un qui les connaît vraiment, pas de quelqu'un qui les a mémorisés pour impressionner. Les clients écoutaient avec une attention sincère. Maricela fournissait des détails techniques sur la conception quand Reban le lui demandait. Et j'écoutais tout, avec ce calme que les gens confondent souvent avec du désintérêt, mais qui est en réalité tout le contraire. Quand on écoute en silence, on entend tout. Pas seulement les mots, mais aussi ce qu'il y a entre les mots. Et entre les mots de Reban, il y avait quelque chose qui m'était familier depuis le début. Le projet qu'il décrivait, les caractéristiques, la zone, le type de développement. Je le connaissais. Non pas pour l'avoir lu dans un rapport. Je le connaissais parce qu'il était passé sur mon bureau, parce que quelqu'un de mon équipe l'avait analysé, parce que nous avions eu une conversation en interne pour savoir si cela en valait la peine ou non. Et nous étions parvenus à une conclusion. Mais ce n'était pas encore le moment de le dire. Je continuais d'écouter. Reban a atteint le point central de sa présentation, avec le timing de quelqu'un qui sait raconter une histoire. Il a dit que le projet avait besoin d'un partenaire capitalistique important, qu'ils avaient essayé d'approcher certains fonds d'investissement ces derniers mois, que le processus avait été plus difficile que prévu parce que ces fonds, dit-il avec un léger sourire, sont des mondes fermés. Ce sont des structures difficiles d'accès si vous n'avez pas les bons contacts, ou si vous ne vous déplacez pas dans certains cercles. Et en disant cela, son regard a balayé la table avec cette satisfaction discrète de celui qui sait qu'il est dans le bon cercle, qui sait que dans cette pièce, il y a des gens qui comprennent de quoi il parle. Son regard est passé sur moi sans s'arrêter. Naturellement, comme toujours. L'un des clients a demandé quels fonds ils avaient tenté d'approcher. Reban a mentionné quelques noms, de bons noms, de vrais fonds avec un historique et un capital important. Il les a mentionnés avec respect, avec ce ton que les gens ont lorsqu'ils parlent de quelque chose qu'ils admirent, mais qu'ils sentent légèrement hors de leur portée. Puis il en a mentionné un de plus. Il l'a dit presque en passant, comme un détail supplémentaire dans une liste, mais je l'ai entendu parfaitement, car ce nom en particulier n'était pas un nom quelconque pour moi. C'était le nom de la structure que j'avais aidé à bâtir 12 ans plus tôt. Le fonds dont je suis l'un des associés fondateurs, celui qui porte littéralement ma signature sur les statuts constitutifs. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Pas de l'euphorie, ni de l'urgence. Quelque chose de plus proche d'une clarté absolue, comme lorsqu'on est dans une pièce sombre et que quelqu'un allume soudainement la lumière, et que tout apparaît exactement là où il a toujours été. J'ai bu une gorgée d'eau. Reban continuait de parler. Il a dit qu'il avait envoyé une proposition formelle à ce fonds il y a quelques mois. Que cela avait été un long processus, avec beaucoup de documentation, des réunions préliminaires, des attentes, et qu'à la fin, la proposition avait été rejetée sans trop d'explications. Il l'a dit avec cette résignation élégante de celui qui sait perdre en public sans s'effondrer, mais sous laquelle, si on le connaît bien, on peut voir que cela fait encore mal. Les autres à table ont répondu par des commentaires de sympathie, que ces processus sont ainsi, que les grands fonds ont des critères très spécifiques, que ce n'est pas toujours une question de qualité, mais de timing. Maricela a également hoché la tête et m'a regardé une seconde. Cette seconde rapide que les couples ont pour se dire des choses sans mots. Son regard disait quelque chose comme « le pauvre, ça s'est mal passé pour lui ». J'ai soutenu son regard un instant, puis j'ai reporté mon attention sur mon verre. Car ce que je savais à cet instant, personne d'autre à cette table ne le savait. Et ce que je ressentais, ce n'était pas de la supériorité. C'était quelque chose de plus compliqué que ça. C'était l'inconfort particulier de celui qui détient une information qui change complètement le sens d'une conversation, et qui doit décider en temps réel quoi en faire. Pendant des années, ma réponse aurait été simple. Rien. Garder le silence. Laisser la conversation suivre son cours. Rentrer à la maison avec Maricela. Lui en parler en privé, si nécessaire.
Et continuer ma vie. C'est ce que l'Hernant habituel aurait fait. Le discret, l'invisible, celui qui ne ressent aucun besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, à aucune table. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Et la différence n'était pas en moi. Elle était en Reban. Car Reban n'avait pas fini. Avec ce verre de vin à la main et cette confiance qui l'avait accompagné toute la soirée, il a décidé de faire quelque chose qui a définitivement changé le cours du dîner. Il s'est adressé à la table en général, avec ce ton de quelqu'un sur le point de dire quelque chose de drôle, quelque chose qui détendrait l'atmosphère, quelque chose d'apparemment inoffensif. Et il a dit, bien sûr, avec ses fonds, on ne sait jamais. Parfois, on se demande qui sont exactement les personnes qui prennent ces décisions, parce que de toute évidence, ce ne sont pas des gens de ce monde. Il a fait un geste large vers la table, en souriant. Ici, nous savons ce que nous faisons. Là-bas, qui sait? Il y eut des rires, légers, confortables, le genre qui accompagne un commentaire qui n'est pas tout à fait sérieux, mais pas tout à fait une blague non plus. Et puis, il m'a regardé directement, le sourire toujours aux lèvres, et a ajouté, avec une légèreté qui se voulait désinvolte, mais qui avait un côté tranchant, n'est-ce pas? Vous qui travaillez dans les investissements, ces choses mystérieuses. Plus de rire, moins nombreux qu'avant, mais suffisant. Marie-Céla n'a pas ri. Je l'ai senti se tendre légèrement à côté de moi. Elle me connaît assez bien pour savoir que quelque chose en moi avait changé. Même si rien de visible n'avait encore changé. J'étais toujours aussi immobile, aussi calme, le verre à la main et le dos droit. Mais quelque chose avait changé. Et Reban, qui était intelligent à bien des égards, n'était pas assez intelligent pour le remarquer encore. Je l'ai regardé directement, pour la première fois de la soirée, avec une attention totale, sans détourner le regard, sans la courtoisie automatique de prétendre que je n'avais pas entendu ou que le commentaire ne m'était pas adressé. Je l'ai fixé, et quelque chose dans mon expression a dû changer, car j'ai vu son sourire se maintenir une seconde de trop. Cette seconde qu'ont les sourires lorsque le cerveau derrière eux commence à recalculer quelque chose, sans trop savoir quoi encore. J'ai posé le verre sur la table, calmement, sans bruit, avec cette lenteur qui n'est pas de la maladresse, mais un contrôle absolu de chaque mouvement. Et pour la première fois de la soirée, j'ai parlé en plus que des monosyllabes. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas changé de ton. Je n'ai fait aucun geste théâtral qui annoncerait ce qui allait suivre. J'ai simplement parlé, avec le même calme avec lequel j'étais assis toute la soirée, avec la même tranquillité de celui qui n'a pas besoin de préparer son entrée, car il est exactement qui il est depuis des années, peu importe où il est assis ou qui le regarde. Et ce que j'ai dit a tout changé. Pas soudainement, pas avec une explosion, mais de cette manière particulière dont les choses changent lorsqu'elles sont vraies, précises, et qu'elles arrivent au moment exact où personne ne les attend. Toute la table l'a senti. Reban l'a senti en premier. Et Marie-Céla, à côté de moi, a inconsciemment retenu sa respiration. Ce que j'ai dit n'était pas un discours. Ce n'était pas une déclaration préparée. C'était quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Et précisément pour cette raison, c'était beaucoup plus puissant. J'ai dit, je connais ce fond dont vous parlez, Reban. Assez bien, en fait. Rien de plus pour l'instant. Rien de plus. Je l'ai dit avec ce calme particulier de celui qui n'essaie d'impressionner personne, mais qui énonce simplement la vérité, sans emphase inutile, sans pause dramatique calculée, comme quelqu'un qui mentionnerait connaître un restaurant ou avoir lu un livre. Avec le naturel absolu de quelque chose de complètement réel. Reban m'a regardé, et pour la première fois de la soirée, quelque chose dans son expression a changé de manière notable. Ce n'était pas un grand changement. C'était un micro-mouvement. Ce réglage minimal que le visage d'une personne fait lorsqu'elle reçoit une information qui ne correspond pas au modèle qu'elle a déjà construit. Comme lorsqu'une pièce de puzzle ne s'emboîte pas là où elle devrait, et que le cerveau a besoin d'un instant pour décider si la pièce est mauvaise ou si le modèle est mauvais. Il a souri quand même, car Reban était le genre de personne qui sourit tout en recalculant. C'est une compétence sociale précieuse, mais je le voyais déjà de l'intérieur. Il a dit, « Oh, vraiment? Comment ça ?» Et voilà la question, l'ouverture, le moment où la conversation a cessé d'être la sienne et a commencé à être la mienne, même si personne à table ne le savait encore. Même si Reban lui-même croyait encore qu'il était celui qui menait, qui posait les questions, qui contrôlait le rythme. J'ai repris mon verre, une autre gorgée d'eau, lente, sans hâte, et j'ai répondu, je travaille avec ce fond depuis 12 ans.
J'en suis l'un des associés fondateurs. Silence. Pas un silence de film, dramatique. Un vrai silence. Un de ceux qui durent moins de 3 secondes, mais qui semble beaucoup plus long, car pendant ces 3 secondes, tout le monde à table traite la même information en même temps. Et personne ne sait encore exactement comment réagir. Reban a été le premier à parler. Et ce qu'il a dit, la façon dont il l'a dit, a confirmé exactement quel genre de personne il était. Il n'a pas dit « pas possible » ou « vous plaisantez ». Celles-ci auraient été des réactions honnêtes. Ce qu'il a dit, c'est « eh bien, le monde est petit ». Avec un sourire qui se voulait chaleureux, mais qui avait des bords tendus. Avec ce ton de quelqu'un qui veut paraître intéressé par l'information, et non dévasté par elle. Mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux faisaient des calculs à une vitesse que son expression ne parvenait pas tout à fait à suivre. J'ai hoché la tête sans rien ajouter pour l'instant, laissant le silence faire son travail. Le silence est un outil extraordinaire quand on sait s'en servir. La plupart des gens le remplissent instinctivement, car il les rend anxieux. J'ai appris il y a longtemps à le laisser être, à le laisser s'étirer jusqu'à ce que l'autre personne ressente le besoin de le combler. C'est l'un des clients qui a parlé le premier, un homme qui avait écouté attentivement toute la soirée et qui avait cette manière observatrice des gens qui ont bâti de vraies choses et savent reconnaître ceux qui ont fait de même. Il a demandé, quel est le capital que le fonds gère actuellement? Une question directe, une question d'affaires. Le genre de question qu'on pose quand l'intérêt est sincère et que le temps est précieux. J'ai répondu avec la même franchise. Nous approchons des 850 millions d'euros d'actifs sous gestion, avec une exposition principalement dans le développement immobilier résidentiel et commercial, dans 4 pays. Un autre silence, différent du précédent. Plus dense, plus chargé. 850 millions d'euros, c'est un chiffre qui change le poids de l'air dans une pièce. Non pas parce que c'est le plus grand chiffre qui soit, mais parce qu'il est assez précis pour être réel, assez grand pour être significatif, et assez inattendu, venant d'un homme qui était resté assis en silence toute la soirée, à boire de l'eau, pendant que tous les autres parlaient. J'ai remarqué comment le client a hoché la tête lentement, avec ce geste que les gens font quand une pièce s'emboîte dans un endroit où il y avait autrefois un vide. J'ai remarqué comment un autre des présents à table, un associé du cabinet qui avait à peine échangé quelques mots avec moi pendant le dîner, s'est légèrement penché en avant. Un mouvement presque imperceptible mais significatif, le changement de posture corporelle lorsque le cerveau recalibre le niveau d'attention que quelqu'un mérite. Et j'ai remarqué Maricela. Maricela était complètement immobile à côté de moi. Elle ne me regardait pas. Elle regardait droit devant elle, avec cette expression que je connais bien, et qui apparaît lorsqu'elle traite quelque chose qu'elle n'attendait pas. Ce n'était pas une expression de surprise scandalisée. C'était quelque chose de plus profond, de plus silencieux, et de plus profond en même temps. Comme quelqu'un qui comprend soudain le sens de quelque chose qui était sous ses yeux depuis longtemps, sans le voir pleinement. J'ai voulu lui toucher la main. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas le moment. Reban a pris une longue gorgée de son verre de vin, et quand il l'a reposé sur la table, quelque chose en lui avait changé. Pas de manière spectaculaire, mais assez pour que quelqu'un qui le connaissait bien le remarque. Sa posture était la même. Son sourire était toujours là, mais il avait perdu quelque chose. Cette légèreté particulière qu'il avait eue toute la soirée. Cette confiance sans effort de celui qui sait exactement où il se situe et qui se tient à ses côtés. Maintenant, il ne savait plus très bien où il se situait. Et ce qui a suivi était, d'une certaine manière, plus intéressant que le moment de la révélation lui-même. Parce que Reban a essayé de regagner du terrain. Il l'a fait de la seule manière qu'il connaissait. Avec l'information, avec les données, avec cette compétence professionnelle qui était réelle et qui, dans d'autres circonstances, aurait parfaitement fonctionné. Il a commencé à poser des questions sur le fond, sur la stratégie d'investissement, sur les critères de sélection des projets. Les questions étaient bonnes, intelligentes, le genre de questions que pose quelqu'un qui comprend le secteur et veut montrer qu'il le comprend. Mais le ton avait changé. Ce n'était plus le ton de quelqu'un qui dirige. C'était le ton de quelqu'un qui essaie de se positionner, de quelqu'un qui sent qu'il a perdu quelque chose et essaie de le récupérer, sans que cela soit évident qu'il essaie. Il y a une énorme différence entre les deux. Et cette différence se sent, même si on ne peut pas l'expliquer avec des mots exacts. J'ai répondu à chaque question, avec le même calme avec lequel j'avais parlé depuis le début, sans hâte, sans condescendance, sans aucun geste qui dirait « je savoure ce moment ». Bien que,
si je suis honnête, quelque chose en moi le savourait. Non pas par cruauté, mais par cette satisfaction particulière de dire la vérité au moment exact où quelqu'un s'attendait à ce que vous ne l'ayez pas. À un moment donné, Reban a mentionné sa proposition rejetée plus directement. Il a dit qu'il aimerait mieux comprendre les critères qui avaient mené à cette décision. Il l'a dit professionnellement, avec cette élégance de celui qui s'est demandé sans donner l'impression de supplier. Je l'ai regardé un instant avant de répondre. J'ai dit, la proposition était solide en termes de conception. Maricela et son équipe ont fait un très bon travail sur cette partie. J'ai fait une brève pause. Le problème, c'était la projection financière pour la 3e année. Les estimations de taux d'occupation étaient optimistes pour le profil de risque que nous gérons sur ce segment. En interne, nous en avons discuté pendant près de 2 semaines avant de prendre la décision. Le silence qui a suivi était différent de tous les précédents. Parce que dans ce silence, plusieurs choses se passaient en même temps. Il y avait Reban, qui venait de comprendre que l'homme qu'il avait négligé toute la soirée était littéralement la personne qui avait signé le rejet de sa proposition, qui était assise à sa table, buvant de l'eau en silence. Pendant qu'il faisait des commentaires sur des investissements mystérieux et riait de ses propres blagues. Il y avait les clients, qui recalculaient toute la dynamique de la soirée en temps réel. Il y avait Maricela, qui restait immobile à côté de moi avec cette expression que je ne savais toujours pas très bien lire. Et il y avait moi, calme, mon verre d'eau devant moi, sans avoir élevé la voix à aucun moment, sans avoir fait de gestes agressifs ou de commentaires destinés à blesser, ayant simplement dit la vérité avec précision. Et au moment où quelqu'un, sans le savoir, m'avait donné l'ouverture parfaite pour le dire. Reban a hoché la tête lentement. Il a dit, je comprends. D'une voix 3 tons plus bas qu'au début de la soirée. Et ces 2 mots, je comprends, dits de cette manière, ont été, d'une certaine manière, le moment le plus significatif de tout le dîner. Pas la révélation elle-même, ni les chiffres, ni le silence, mais ce petit et silencieux, je comprends, d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait fait une erreur de calcul importante, et qui était assez intelligent pour le reconnaître. Même s'il n'était pas assez humble pour le dire à voix haute. Je l'ai regardé un instant de plus, sans triomphe dans mon expression, sans chaleur non plus. Et puis j'ai détourné le regard vers la fenêtre du restaurant. Dehors, la ville continuait son rythme normal. Des lumières, du mouvement, des gens qui ne savaient rien de ce qui venait de se passer à cette table, et qui s'en ficheraient s'ils le savaient. C'est aussi quelque chose qu'on apprend avec le temps. Que les moments qui semblent énormes de l'intérieur sont complètement invisibles de l'extérieur. Que le monde ne s'arrête pas quand quelqu'un voit enfin qui vous êtes. Que la vie continue de la même manière, avant et après ces soirées. Mais quelque chose change. Et ce soir-là, à cette table, plusieurs choses ont changé en même temps. Certaines pour Reban, certaines pour les présents, et une, la plus importante, pour Maricela. Car elle était toujours silencieusement à côté de moi. Et je pouvais sentir, sans avoir besoin de la regarder, que ce qu'elle traitait à ce moment-là ne concernait pas le fond, ni les 850 millions d'euros, ni Reban, ni la proposition rejetée. C'était à propos de moi. À propos de 11 ans de mariage. De tout ce qu'elle avait vu et n'avait pas vu. De tout ce que je lui avais dit et de tout ce que j'avais gardé sous silence. De la question qu'elle ne m'avait pas encore posée, mais que je pouvais déjà entendre dans l'air entre nous, clair et calme, comme tout ce qui compte vraiment. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Le dîner a continué. C'est ainsi que sont ces choses. Le monde ne s'arrête pas de manière spectaculaire pour que les moments importants puissent respirer. Les serveurs continuaient d'apporter les plats. Les verres continuaient d'être remplis. Les conversations ont trouvé de nouveaux chemins, comme l'eau qui contourne un obstacle sans s'arrêter. Et je suis retourné à ma place habituelle, présent, calme, observant. Mais quelque chose avait changé dans l'architecture invisible de cette table. Il y a une physique particulière dans les réunions sociales, une distribution de l'énergie que tout le monde ressent, même si personne ne peut l'expliquer avec des mots exacts. Cela a à voir avec qui parle et qui écoute, avec qui pose les questions et qui y répond, avec qui occupe le centre de la pièce sans bouger de sa chaise. Avant que j'ouvre la bouche, cette énergie avait un centre clair, un axe autour duquel tout le reste tournait. Cet axe était Reban. Après que j'ai parlé, l'axe s'est déplacé. Pas de manière scandaleuse, pas d'une manière que quelqu'un pourrait pointer du doigt et dire, c'est là, juste là que tout a changé. Mais de cette manière subtile et irréversible dont les choses changent lorsqu'une vérité entre dans une pièce et s'y installe sans demander la permission.
Reban parlait toujours charismatique, toujours intelligent, articulé et socialement habile. Mais quelque chose dans son énergie s'était comprimé, comme une flamme qui éclaire encore, mais n'a plus le même oxygène. Il était toujours lui-même, mais une version légèrement plus petite de lui-même. Et cette différence, invisible pour quiconque n'avait pas prêté attention depuis le début, était complètement évidente pour moi. Les clients m'ont regardé différemment. Pas de manière exagérée. Pas avec cette révérence inconfortable que les gens ont lorsqu'ils découvrent soudain que quelqu'un est important et ne savent pas comment ajuster le comportement qu'ils ont déjà montré. C'était quelque chose de plus discret que ça. C'était l'attention sincère qui apparaît lorsque quelqu'un cesse d'être un arrière-plan et devient un premier plan, lorsque le cerveau décide, sans que vous le commandiez consciemment, qu'il vaut la peine d'écouter ce que cette personne a à dire. L'un d'eux m'a interrogé sur le marché, sur les tendances que nous voyons depuis notre position, sur le type de projet qui nous semblait intéressant à ce stade du cycle économique. J'ai répondu honnêtement, sans rien gonfler, sans utiliser le jargon technique inutile que certains utilisent pour impressionner au lieu de communiquer. J'ai parlé comme je parle toujours lorsque le sujet m'intéresse, avec précision et sans fioriture. J'ai dit ce que je pensais des marchés émergents. J'ai dit où nous voyons de réelles opportunités et où nous voyons un risque déguisé en opportunité, ce qui est le piège le plus courant et le plus coûteux du secteur. La conversation a coulé à partir de là d'une manière différente, plus dense, plus réelle, avec ce poids particulier qu'ont les échanges entre des personnes qui parlent vraiment, et non qui remplissent simplement le temps avec des mots. Et Reban écoutait. C'était la chose la plus révélatrice de toutes. Reban, qui avait mené chaque instant de cette soirée avec l'autorité tranquille de celui qui dirige toujours, écoutait, hochait la tête, posait des questions qui n'étaient plus pour se positionner, mais sincèrement pour comprendre. Le changement était remarquable, non pas parce qu'il était humiliant, mais parce qu'il était honnête. Et cette honnêteté, cette capacité à s'ajuster lorsque la réalité l'exige, m'a dit quelque chose sur lui que les 90 premières minutes de la soirée n'avaient pas révélé, que sous l'arrogance sociale, il y avait quelque chose de réel, quelque chose qui en valait la peine. Et que si les circonstances avaient été différentes, si nous nous étions rencontrés d'une autre manière, peut-être que la soirée aurait eu un ton complètement différent dès le début. Mais les circonstances avaient été ce qu'elles avaient été, et nous le savions tous les deux. À un moment, pendant une pause naturelle dans la conversation, Reban s'est adressé à moi avec une franchise qu'il n'avait pas eue auparavant. Sans le sourire protocolaire, sans le ton léger, avec ce sérieux tranquille de quelqu'un qui décide à un moment précis d'arrêter de jouer un rôle et de simplement parler. Il a dit, « Hernan, honnêtement, j'aimerais avoir une conversation plus formelle avec vous à un moment donné. Sur le projet, sur ce que vous avez vu dans la proposition. Non pas pour inverser une décision, mais pour mieux comprendre quels ajustements auraient du sens. » Je l'ai regardé. Et ce que j'ai vu n'était pas l'homme qui m'avait négligé 3 heures plus tôt. C'était quelqu'un qui avait recalibré, qui avait absorbé les informations de la soirée et qui choisissait consciemment de faire quelque chose d'utile avec, au lieu de simplement penser en silence les blessures de son ego. Cela demande un certain type d'intelligence, pas la plus courante, mais l'une des plus précieuses. J'ai dit, avec plaisir. La semaine prochaine, je peux faire de la place dans mon emploi du temps. Il a hoché la tête. Et dans ce hochement de tête, il y avait quelque chose qui n'était pas là au début de la soirée. Pas de la gratitude, exactement. Quelque chose de plus proche du respect. Le genre qui ne se demande pas et ne se donne pas. Le genre qui apparaît simplement, lorsque 2 personnes se voient vraiment pour la première fois. Le dîner s'est terminé de la manière dont ces réunions se terminent lorsqu'elles ont réussi dans leurs objectifs, bien que pas exactement dans les objectifs que quelqu'un avait prévus. Avec des conversations qui s'attardent plus longtemps que nécessaire, parce que personne ne veut être le premier à rompre l'atmosphère. Avec des desserts commandés sans réelle faim, avec des cafés qui sont des prétextes pour rester à table un peu plus longtemps. J'ai participé, avec le même calme que toujours, sans euphorie, sans cette énergie accélérée que les gens ont après un moment de tension lorsque le résultat a été favorable. J'étais calme parce que j'avais toujours été calme. Parce que ce qui s'était passé cette nuit-là n'avait pas changé qui j'étais. Cela avait seulement changé ce que les autres savaient de qui j'étais. Et cette différence, qui pour d'autres peut être énorme, pour moi était simplement une mise à jour d'informations. Maricela a peu parlé pendant cette seconde moitié du dîner. Elle participait lorsqu'on s'adressait directement à elle, répondait avec son intelligence et sa clarté habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, une immobilité particulière que je connaissais bien,
car je l'avais vue auparavant dans d'autres circonstances, lorsque quelque chose l'affectait profondément. Mais elle choisissait de le traiter en silence avant de parler. À un moment, alors que les autres étaient absorbés par une conversation parallèle, elle m'a regardé. Elle m'a juste regardé, sans rien dire, avec ses yeux que je connais mieux que tout au monde, et qui à ce moment-là avaient une expression que je ne savais pas très bien classer. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la fierté non plus. Ou pas seulement ça. C'était quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui mêlait plusieurs choses en même temps, et qui aurait besoin de plus qu'un regard lors d'un dîner pour être complètement résolu. J'ai soutenu son regard, et tout ce que j'ai fait, c'est de lui toucher la main sous la table, lentement, sans que personne ne le voie. Elle n'a pas retiré sa main. Cela m'en a dit plus que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer à ce moment-là. Quand nous nous sommes finalement levés de table, les adieux avaient un ton différent de ce qu'ils auraient eu si la soirée s'était déroulée comme Reban l'avait prévu. Le client m'a serré la main fermement, avec cette attention dans le regard qui indique que la conversation ne s'est pas terminée là, mais a simplement fait une pause. L'un d'eux m'a demandé une carte. Je lui ai dit que je n'en portais généralement pas, mais que Maricela avait mon contact et pouvait le lui donner. Reban a été le dernier à dire au revoir. Il s'est approché de nous deux, d'abord de Maricela, avec cette chaleur sincère qu'il avait eue pour elle auparavant et que rien de ce qui s'était passé cette nuit-là n'avait changé. Et puis, il m'a tendu la main. Je l'ai prise. La poignée de main était différente de celle de notre arrivée. Celle de l'arrivée avait été la poignée de main de quelqu'un qui sait déjà qui vous êtes et vous place rapidement dans sa hiérarchie interne. Celle-ci était la poignée de main de quelqu'un qui commence à vous connaître vraiment. Plus lente, plus présente, avec ce contact visuel direct que les gens ont lorsqu'ils ne jouent plus un rôle. Il a dit, ce fut un plaisir, Hernan. Un vrai plaisir. L'accent sur le mot « vrai » ne m'a pas échappé. J'ai dit, de même, Reban. Et je le pensais. Car malgré tout, malgré le début de la soirée, les commentaires et les sourires calculés, ce qu'il avait montré dans la seconde moitié était quelque chose qui méritait le respect. La capacité de s'ajuster, de ne pas s'accrocher à l'erreur, de choisir d'apprendre au lieu de se défendre. Ce n'est pas anodin. Nous avons quitté le restaurant, juste nous deux, Maricela et moi. L'air de la nuit était frais, et la rue avait ce calme particulier des fins de soirée en semaine, lorsque le volume de la ville s'est apaisé, mais ne s'est pas tout à fait endormi. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Pas un silence inconfortable, mais ce silence dense, chargé, que les couples ont lorsque tous deux savent qu'une conversation importante attend, et qu'aucun ne veut la commencer dans la rue. Debout, à mi-chemin, je me suis arrêté près de la voiture. Je l'ai regardée. Elle me regardait aussi, avec cette expression qu'elle avait eue dès l'instant où j'avais parlé à table. Ce mélange que je n'avais toujours pas réussi à classer entièrement. Et puis elle a parlé. Non pas avec colère, non pas avec le ton de quelqu'un sur le point d'exiger quelque chose, mais avec cette voix calme et directe que Maricela a lorsque quelque chose compte vraiment pour elle et qu'elle décide d'aller droit au but. Elle a dit, depuis quand? Deux mots simples, directs, avec tout le poids du monde à l'intérieur. Je l'ai regardé un instant avant de répondre. J'ai pensé au fond, à 12 ans, à 11 ans de mariage, à tous les dîners similaires à celui-ci où j'avais choisi le silence, à toutes les fois où quelqu'un m'avait demandé ce que je faisais et où j'avais répondu avec la version minimale, juste assez pour que la conversation n'aille pas plus loin. Et j'ai pensé à elle, à Maricela, à ce qu'elle méritait de savoir et que j'avais décidé, pour des raisons qui à l'époque semblaient valables, de ne pas lui dire. J'ai respiré lentement et je lui ai dit, assieds-toi. Je vais tout te raconter. Nous nous sommes assis dans la voiture, le moteur éteint, les vitres fermées, la ville dehors poursuivant son rythme, ne sachant rien de ce qui se passait à l'intérieur de ce petit espace privé qui semblait soudain être l'endroit le plus important du monde. Maricela était tournée vers moi, pas complètement, mais avec cet angle particulier qu'elle adopte lorsqu'elle écoute vraiment. Les mains jointes sur ses genoux, avec cette immobilité qu'elle a lorsque quelque chose lui importe tellement que tout son corps s'organise autour de l'attention. J'ai regardé devant moi, la rue, les lampadaires dessinant des cercles de lumière sur le pavé humide de cette nuit qui avait commencé à bruiner, sans qu'aucun de nous ne s'en aperçoive pendant que nous étions à l'intérieur. Je ne savais pas par où commencer. Ou si, je le savais. Mais il m'a fallu un moment pour y arriver. Parce qu'il y a des choses que l'on porte depuis si longtemps que, lorsque le moment vient de les lâcher, le corps ne sait plus très bien comment faire. Non pas par peur,
mais parce qu'il s'est tellement habitué au poids qu'il ne se souvient plus de ce que c'est que d'être sans. J'ai commencé par le début, le vrai début, pas le début confortable. Je lui ai raconté que lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 11 ans, je travaillais déjà depuis 1 an sur la structuration du fonds. Que c'était un projet dans lequel j'avais investi non seulement de l'argent, mais des années de travail préalable, de construction de relations, d'apprentissage sur le terrain de la manière dont le capital fonctionne réellement lorsqu'il se déplace en grand volume. Et que lorsque je l'ai rencontré, à cette réunion d'amis communs où nous nous sommes tous les deux retrouvés dans le même coin à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou les affaires, quelque chose en moi a décidé, presque instinctivement, de ne pas mélanger les deux. Maricela écoutait sans interrompre. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez elle, la capacité d'écouter sans combler les silences prématurément. J'ai expliqué que la décision de ne pas parler du fond n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un plan calculé pour lui cacher quelque chose. C'était plutôt un réflexe né d'années antérieures, d'expériences qui avaient forgé en moi une méfiance particulière envers les gens qui changent lorsqu'ils découvrent certains chiffres. Que j'avais vu cela trop de fois, des gens qui vous traitent d'une manière avant de savoir, et d'une autre manière après. Et que cette différence de traitement, cette modification subtile dans la façon dont ils vous regardent et vous parlent, m'a toujours semblé être la perte de quelque chose qui valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Avec elle, je ne voulais pas de ça. Dès le début, dès ce premier coin, dans cette première rencontre, je voulais que ce que nous construisions soit basé sur quelque chose de réel, sur qui nous étions quand rien d'extérieur n'influençait l'équation. Et quand nous avons commencé à sortir ensemble, puis quand la relation est devenue sérieuse, puis quand nous nous sommes mariés, chaque moment où j'aurais pu dire quelque chose, je l'ai laissé passer. Non pas par lâcheté, mais parce qu'à chaque fois que j'y pensais, je me demandais ce qui changerait. Et la réponse honnête était, je ne sais pas, et je ne voulais pas le découvrir. Maricela est restée silencieuse un long moment après ça. Puis elle a dit, et si rien n'avait changé? Elle l'a dit sans accusation, sans le tranchant qu'ont les questions lorsqu'elles sont en fait des reproches déguisés. Elle l'a dit avec une curiosité sincère, avec cette franchise directe qu'elle a lorsque le sujet est important et qu'elle décide de ne pas jouer de jeu. Je l'ai regardée. J'ai dit, c'est ce qui me faisait le plus peur. Que rien ne change. Parce que si rien ne changeait, cela signifiait que j'avais porté ce silence pour aucune raison réelle, et cela aurait été beaucoup plus difficile à traiter que l'alternative. Elle m'a regardé attentivement, puis a lentement laissé échapper un petit rire. Pas d'humour, exactement, mais un de ces rires que les gens laissent échapper lorsque quelque chose d'absurde et quelque chose de profondément vrai arrive en même temps. Elle a dit, Hernan, tu es l'homme le plus compliqué que je connaisse. J'ai dit, je sais. Il y eut un bref silence confortable, le genre que seules les personnes qui sont ensemble depuis assez longtemps pour savoir que le silence fait aussi partie de la conversation. Et puis elle a demandé ce que je savais qu'elle allait demander dès l'instant où nous avons quitté le restaurant. Elle a dit, combien? Pas avec avidité. Pas avec cette anxiété particulière que la question de l'argent a lorsqu'elle vient du mauvais endroit. Mais avec le pragmatisme tranquille d'une personne qui veut comprendre pleinement la situation dans laquelle elle avait vécu, sans le savoir entièrement. Je lui ai dit la vérité. Les vrais chiffres. La valeur du fonds, ma participation, les actifs, les structures. Tout ce que j'avais gardé dans un compartiment séparé de notre vie commune pendant 11 ans. Maricela a écouté chaque chiffre, sans changer d'expression, sans que ses yeux ne s'illuminent de cette manière particulière qu'ils ont lorsque l'information active autre chose qu'une compréhension sincère. Elle a juste écouté, traité, et quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'elle savait déjà d'une manière ou d'une autre, même si elle n'en connaissait pas les détails. Elle a dit que cela expliquait certaines choses. Je lui ai demandé, quelle chose? Elle a répondu, ta façon de gérer les situations difficiles. Le calme que tu as quand il y a de la pression. J'ai toujours pensé que c'était juste ton caractère. Et ça l'est, mais maintenant je comprends d'où vient ce calme. Ce n'est pas seulement du caractère. C'est de la pratique. C'est d'avoir pris de vraies décisions, avec de vraies conséquences, pendant longtemps. Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à ce moment-là. Pas du soulagement, exactement. Quelque chose de plus proche de la gratitude. Parce que ce qu'elle venait de décrire, ce n'était pas l'homme riche que son mari s'était avéré être. C'était l'homme qu'elle connaissait déjà, avec une couche de contexte supplémentaire qui le rendait plus complet, mais pas fondamentalement différent. C'était exactement ce que j'avais espéré,
et exactement ce que j'avais craint de confirmer pendant 11 ans. J'ai dit, es-tu en colère? Elle a pris un moment pour répondre. Non pas parce qu'elle ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'elle était honnête avec elle-même avant de l'être avec moi. C'est aussi quelque chose que j'ai toujours admiré chez elle. Elle a dit, je ne suis pas en colère. Je suis en train de traiter l'information. Elle a fait une pause. Il y a une différence entre cacher quelque chose pour me blesser, et cacher quelque chose parce que tu avais peur de ce qui pourrait changer. Je comprends le second point. Je ne le célèbre pas, mais je le comprends. J'ai hoché la tête. Elle a dit, ce dont j'ai besoin, c'est qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de compartiment. Non pas parce que l'argent m'importe, Hernan, mais parce que 11 ans, c'est long pour porter quelque chose seul, alors que tu n'avais pas à le faire. Ces derniers mots m'ont frappé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Parce qu'ils étaient justes, d'une manière que je n'avais pas pleinement considérée. Non pas sous l'angle de l'honnêteté ou de la confiance, qui sont les angles sous lesquels j'avais regardé pendant des années, mais sous un autre angle. Sous l'angle du fardeau. De ce qu'il en coûte de porter quelque chose seul, quand on a quelqu'un à ses côtés qui aurait pu aider à le porter. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Et l'entendre de cette manière, avec ces mots et dans cette voix, a remué quelque chose en moi qui n'avait pas bougé depuis longtemps. J'ai dit, tu as raison. 2 mots. Les mêmes 2 mots que Reban avait prononcés des heures plus tôt, mais avec un poids complètement différent. Car le sien venait de la reconnaissance d'une erreur externe. Le mien venait de quelque chose de plus profond. De la reconnaissance de quelque chose qui m'avait coûté, non pas elle ou le silence que j'avais choisi, mais que, en l'entendant me le décrire de l'extérieur, j'ai soudain compris, avait aussi pesé sur moi plus que je ne l'avais admis. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences de cette nuit. C'était un silence propre, un de ceux qui restent après que quelque chose a été dit, et qu'il n'y a rien à ajouter, parce que ce qui a été dit était suffisant, vrai et complet. Le genre de silence qui ne demande pas à être comblé, mais simplement à être habité un instant, avant de passer à autre chose. Dehors, il bruinait toujours. Les lampadaires dessinaient toujours leur cercle sur le pavé. La ville était toujours la ville, indifférente, constante, et belle dans son indifférence. Maricela s'est adossée au siège, a regardé devant elle, et après un moment, a dit, de cette voix douce qu'elle a lorsque quelque chose l'amuse, même si ce n'est pas le moment parfait pour que cela l'amuse. Tu sais à quoi je pense le plus en ce moment? Je lui ai demandé quoi. Elle a dit, que Reban me traite depuis 4 ans comme si j'étais la partie précieuse de notre partenariat, comme si j'étais le talent et lui le capital. Et il s'avère que pendant tout ce temps, le plus grand capital dans la pièce était le mari silencieux qui commandait de l'eau et ne disait rien. Elle a laissé échapper un petit rire sincère. Un de ceux qui apparaissent lorsque l'ironie de quelque chose est trop parfaite pour ne pas être reconnue. J'ai aussi à peine ri, mais j'ai ri. Et dans ce rire partagé, dans ce petit moment réel à l'intérieur de la voiture, avec la pluie dehors et la ville autour, j'ai senti que quelque chose qui avait été légèrement désaligné pendant 11 ans trouvait sa place correcte. Pas de manière spectaculaire, pas avec un changement visible que quelqu'un de l'extérieur pourrait pointer du doigt, mais de cette manière silencieuse et profonde dont les choses importantes s'installent lorsqu'elles sont enfin dites. Je lui ai pris la main, elle l'a serrée, et j'ai démarré le moteur. Nous sommes rentrés après minuit. La maison était dans ce silence particulier qu'ont les espaces familiers quand on y vit depuis longtemps, et que chaque recoin a déjà accumulé un sens. Le silence des tableaux que nous avons choisis ensemble. Le silence de la cuisine où Maricela fait du café à 5 heures du matin avant que je ne me réveille. Le silence de 11 ans déposé sur chaque surface, dans chaque objet, dans chaque habitude qui n'est plus pensée, mais qui se produit simplement. J'ai enlevé ma veste, je l'ai laissée sur une chaise de la salle à manger, comme je le fais toujours. Maricela a enlevé ses chaussures à l'entrée, comme elle le fait toujours. Et nous sommes tous les deux allés à la cuisine, également comme toujours. Car après une longue nuit, la cuisine est l'endroit où nous finissons naturellement, sans en parler, sans le décider, comme si cet espace avait la propriété de décompresser les choses. J'ai mis de l'eau à chauffer. Pas pour du café, il était trop tard pour du café. Pour quelque chose de plus calme. Maricela s'est assise au bar, les coudes appuyés et la tête légèrement penchée sur le côté, avec cette posture qu'elle a lorsqu'elle pense à quelque chose de concret et n'a pas encore fini de le résoudre. Je l'ai observée un moment en attendant que l'eau chauffe. J'ai dit, toujours en train de traiter l'information. Elle a répondu, je suis toujours en train de traiter, mais maintenant,
je traite quelque chose de spécifique. Je lui ai demandé quoi. Elle a pris un moment, non pas pour chercher ses mots, mais pour les choisir avec soin. Maricela parle de cette façon lorsque le sujet est important, avec cette précision qu'elle a lorsqu'elle veut dire exactement ce qu'elle pense, et rien de plus, rien de moins. Elle a dit, je pense à toutes les fois où je me suis inquiété pour l'argent, sans rien te dire. Les premières années du cabinet, quand nous ne savions pas si ça allait marcher. Quand j'ai dû décider d'agrandir ou de maintenir la taille. Je n'ai pas bien dormi pendant des semaines. Quand nous avons perdu ce gros contrat il y a 2 ans et que j'ai cru que nous allions devoir réduire la voilure. Elle a fait une pause. Je ne te l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Et maintenant, je découvre que tu avais 850 millions d'euros d'actifs sous gestion, et moi j'étais éveillé à 3 heures du matin, à calculer si nous pouvions payer les salaires. Elle l'a dit sans drame, sans reproche chargé, avec cette franchise directe qui est sa manière d'être lorsqu'elle décide d'être complètement honnête. Et cela m'a frappé de plein fouet. Parce que je n'y avais pas pensé de cette façon. À aucun moment pendant ces années, je n'avais connecté les deux mondes de cette manière. Le monde du fond, que je gardais dans un compartiment séparé, et le monde de Maricela, avec son cabinet, ses soucis et ses nuits blanches. Je les avais gardés si séparés dans ma tête que je n'avais jamais fait le simple calcul de ce que cette séparation signifiait pour elle. Je me suis assis en face d'elle. J'ai dit, si j'avais su que tu traversais ça, j'aurais fait quelque chose. Elle a répondu, je sais. Mais tu n'aurais pas pu le savoir, parce que je ne te l'ai pas dit non plus. Et tu n'aurais pas pu proposer, parce que je ne savais pas que tu avais quelque chose à proposer. Elle a fait une brève pause. Nous portions tous les deux des choses seules que nous n'avions pas à porter seuls. Pour des raisons différentes, mais avec le même résultat. J'ai hoché la tête lentement. J'ai dit, oui. Et ce mot, ce simple « oui », sans fioriture, était peut-être la chose la plus honnête que j'ai dite de toute la nuit. Plus honnête que les chiffres, plus honnête que l'explication dans la voiture. Car il reconnaissait quelque chose que je n'avais pas voulu voir, que ma discrétion, que j'avais toujours justifié comme un moyen de protéger quelque chose de précieux, avait aussi eu un coût. Un coût réel, concret, mesurable en nuit blanche pour une femme qui dormait à côté de moi, sans savoir qu'elle n'avait pas besoin d'être éveillée. L'eau a chauffé. J'ai préparé 2 tasses. J'ai mis dans la sienne la quantité exacte de miel qu'elle aime, que je connais par cœur, même si elle ne me l'a jamais dit à voix haute. Ces choses que l'on apprend sans le vouloir, en 11 ans à prêter attention à quelqu'un. Je l'ai posée devant elle. Elle l'a prise à 2 mains. Nous sommes restés silencieux un moment, un silence différent de tous les autres de cette nuit. Plus calme, plus à nous. Comme si la cuisine, l'heure et la fatigue accumulée avaient dissous tout ce qui n'était pas essentiel, et qu'il ne restait que ce qui comptait vraiment. Maricela a dit, je peux te poser une question qui est peut-être stupide? Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de question stupide. Je le dis toujours, et je le pense toujours. Elle a dit, es-tu heureux de la vie que tu as, de ce que tu fais? Je ne parle pas de nous, je sais que ça va. Je parle de tes affaires, du fond, du travail, de cette partie de toi que je ne connaissais pas entièrement. Es-tu heureux de faire ça? La question m'a pris par surprise. Non pas parce qu'elle était inattendue venant d'elle, mais parce que c'était exactement le genre de questions que personne ne me pose jamais. Les gens qui savent ce que je fais me posent des questions sur la stratégie, sur les marchés, sur les décisions. Les gens qui ne savent pas ne demandent rien, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose à demander. Mais personne ne m'a demandé si je suis heureux de le faire. J'ai réfléchi à la réponse, honnêtement. Sans le réflexe automatique de dire oui parce que c'est ce qu'on attend. Sans le cynisme facile de dire que c'est juste du travail, parce que ce ne serait pas vrai non plus. J'ai dit. Il y a des parties qui le sont. Construire quelque chose à partir de rien procure une satisfaction difficile à décrire si on ne l'a pas ressenti. Le moment où une structure que l'on a assemblée sur papier commence à avoir une vie réelle. Quand les décisions que l'on a prises il y a 3 ans produisent des résultats concrets aujourd'hui. Cela me satisfait sincèrement. J'ai fait une pause. Il y a des parties qui ne le sont pas. L'isolement qui accompagne un certain niveau. La difficulté de savoir avec certitude qui est dans votre vie pour qui vous êtes, et qui est là pour ce que vous avez. C'est fatigant, d'une manière particulière, qui ne disparaît pas complètement. Maricela m'a regardé. Elle a dit, c'est pour ça que tu ne me l'as jamais dit. Pas seulement par peur que quelque chose change entre nous,
mais parce que j'étais la seule partie de ta vie où ce n'était pas un problème. Je ne l'avais jamais formulé de cette façon. Mais quand elle l'a dit, avec ces mots et dans cette voix, j'ai su qu'elle avait exactement raison. J'ai dit, oui, exactement ça. Elle a hoché la tête lentement. Et dans ce hochement de tête, il y avait quelque chose qui était de la compréhension, mais aussi quelque chose de plus. C'était cette capacité particulière qu'elle a de voir les choses de l'intérieur d'une autre personne, sans perdre de vue sa propre perspective. De comprendre, sans nécessairement approuver. D'embrasser une contradiction sans la résoudre artificiellement. Elle a dit, je comprends ça. Je le comprends vraiment. Pause. Mais Hernan, nous sommes ensemble depuis 11 ans. Si, à ce stade, tu as encore peur que ce que nous sommes change à cause d'un chiffre, alors le problème n'est pas le chiffre. Le problème, c'est que tu ne fais pas entièrement confiance à ce que nous avons bâti. Cela m'a aussi frappé. Plus doucement que le précédent, mais tout aussi précisément. Parce qu'elle avait raison. Parce que la peur que je portais depuis des années n'était pas vraiment une peur d'elle. C'était une peur de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui venait d'avant elle, et que j'avais projeté sur notre relation sans l'examiner pleinement. J'ai dit, tu as raison sur ce point aussi. Elle a répondu, je sais que j'ai raison. Et elle a souri. Ce sourire particulier qu'elle a lorsqu'elle dit quelque chose de sérieux et l'adoucit avec de l'humour en même temps. Je voulais juste t'entendre le dire. J'ai ri, sincèrement, de cette manière qui n'arrive que lorsqu'on est complètement détendu avec quelqu'un. Quand il n'y a rien à défendre ou à prouver, et que le seul travail que l'on a, c'est d'être présent. Nous sommes restés un peu plus longtemps dans la cuisine, à parler de petites choses après avoir parlé de grandes choses. C'est comme ça que ça marche avec nous. Les conversations importantes se terminent toujours par quelque chose d'ordinaire, quelque chose de quotidien qui ancre tout ce qui a précédé dans la réalité de la vie que nous partageons au jour le jour. Elle m'a raconté quelque chose de drôle qui s'était passé au cabinet cette semaine et qu'elle n'avait pas eu le temps de me raconter. Je lui ai parlé d'une décision d'investissement que j'évaluais et sur laquelle j'avais de réels doutes. Nous avons parlé comme nous sommes, deux personnes qui se connaissent bien et qui, après une nuit extraordinaire, ont choisi de revenir à l'ordinaire, parce que l'ordinaire est aussi précieux. Peut-être est-il le plus précieux. Quand nous sommes finalement allés nous coucher, il était presque 1h30 du matin. Maricela s'est endormie rapidement. Elle le fait toujours quand elle a traité ce qu'elle avait besoin de traiter. Comme si le sommeil était la manière de son corps de confirmer que tout est en ordre, que ce qui devait être résolu l'a été, et que maintenant elle peut se reposer. Je suis resté éveillé un peu plus longtemps, avec le plafond au-dessus, l'obscurité silencieuse de la chambre et la respiration de Maricela à côté de moi. J'ai pensé à Reban, à son visage quand il a compris qui j'étais. À ce petit et silencieux, je comprends, qu'il a dit, avec 3 tons de volume en moins que tout ce qu'il avait dit auparavant. J'ai pensé que, dans d'autres circonstances, j'aurais pu être plus heureux de ce moment. J'aurais pu savourer l'inversion de la dynamique avec une satisfaction plus explicite. Mais ce que je ressentais vraiment à ce moment-là et que je ressentais encore maintenant, était quelque chose de plus calme que la satisfaction. C'était la confirmation de quelque chose que je savais déjà, mais qui a parfois besoin d'un événement extérieur pour redevenir visible. Que je n'ai besoin de personne pour me voir pour savoir qui je suis. Que le silence que j'ai choisi pendant des années n'était pas de la faiblesse ou de la peur, à son origine la plus profonde. C'était l'expression d'une certitude interne qui ne dépendait de la validation d'aucune pièce, d'aucune table, d'aucun regard qui me classerait de haut en bas avant de connaître mon nom. Je savais que ce que cette nuit m'avait appris était autre chose. Plus petit et plus grand en même temps. Que la certitude interne est précieuse, mais que la partager avec la bonne personne ne la diminue pas. Elle la multiplie. Et que Maricela était, et avait toujours été, la bonne personne. Les jours qui ont suivi cette nuit ont été différents. Pas de manière spectaculaire, pas avec des changements visibles que quelqu'un de l'extérieur pourrait pointer du doigt et dire, c'est là, juste là que quelque chose a changé. Mais de cette manière silencieuse et profonde dont les choses changent lorsqu'une conversation importante a enfin eu lieu, et que l'air entre deux personnes devient plus propre, plus léger. Comme s'il avait porté une humidité que ni l'un ni l'autre n'avait nommée, et qui soudain, sans que personne n'ouvre une fenêtre, a simplement disparu. Maricela s'est levée le lendemain matin à son heure habituelle, 5h15. Café, plan sur la table de la salle à manger, la même routine que toujours. Mais quand je suis passé par la cuisine en allant à la salle de bain et que je l'ai vue là, sa tasse à la main et les yeux sur les documents, elle m'a regardé différemment.
pas radicalement différent, juste avec un degré supplémentaire de quelque chose, de présence, de conscience. Comme si l'image qu'elle avait de moi dans sa tête avait gagné un peu plus de définition pendant la nuit. Et maintenant, ce qu'elle voyait était plus net qu'avant, même si c'était exactement la même personne, debout au même endroit. Elle m'a souhaité une bonne journée, de cette voix qu'elle a juste après s'être réveillée, légèrement rauque et complètement sans filtre. Et puis elle a dit, sans lever les yeux des plans. La nuit dernière, je n'ai rêvé de rien. J'ai dormi parfaitement. Elle n'a rien dit de plus. Elle n'avait pas besoin de dire autre chose. Mais j'ai compris exactement ce que cela signifiait. Que quelque chose qui avait été actif quelque part dans son esprit, quelque chose que peut-être même elle-même n'avait pas identifié comme une tension jusqu'à ce qu'il disparaisse, n'était plus là. Et que son corps, qui est toujours plus honnête que les mots, l'avait enregistré pendant le sommeil. Je me suis versé du café, je me suis assis à côté d'elle, et nous sommes restés silencieux un moment, tous les deux avec nos affaires, dans ce silence familier qui est l'une des formes les plus réelles de l'amour, quand on est avec quelqu'un depuis assez longtemps. Tout l'amour ne se dit pas. Tout l'amour ne se montre pas avec des gestes visibles. Une partie importante de l'amour, c'est simplement ça. Deux personnes qui peuvent être silencieuses dans la même pièce. Et que ce silence ressemble à de la compagnie, et non à de la distance. Nous avions ça avant cette nuit. Et nous l'avions encore après. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus à l'intérieur. Une base plus solide. Une base qui était bonne avant, et qui maintenant était complète. Reban m'a appelé 3 jours plus tard. Je n'étais pas surpris. Il avait dit qu'il le ferait. Et il était le genre de personne qui tient sa parole quand il est dans son intérêt de la tenir. Il a appelé en milieu de matinée, avec ce ton professionnel, calibré, que les gens ont lorsqu'ils veulent qu'une conversation ait un registre spécifique dès la première seconde. Il a dit qu'il voulait reprendre l'idée de se rencontrer. Qu'il avait réfléchi à ce dont nous avions parlé au dîner, aux critères que j'avais mentionnés concernant la proposition rejetée, et qu'il sentait qu'il y avait matière à une conversation productive, si j'étais disposé. J'ai écouté sans interrompre. Quand il a eu fini, j'ai dit, « Reban, je peux faire de la place jeudi matin. 1 heure. Apporter les chiffres mis à jour et les projections révisées pour la 3e année. Si le travail est fait, la conversation en vaut la peine. » Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil. Une de ces pauses que les gens ont lorsqu'ils reçoivent une réponse plus directe que ce à quoi ils s'attendaient, mais qui, au fond, est exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Il a dit, « Parfait, jeudi. » Et avant de raccrocher, après une seconde de silence qu'il aurait pu remplir avec n'importe quoi et qu'il a choisi de remplir avec ceci, il a dit, « Hernan, l'autre soir, ce n'était pas mon meilleur moment. » Il ne l'a pas dit avec le ton de quelqu'un qui s'excuse pour clore un dossier. Il l'a dit avec une honnêteté particulière, de quelqu'un qui a trouvé un moyen de dire quelque chose de difficile et a choisi de le dire quand même si ce n'était pas obligatoire. J'ai écouté et j'ai dit, ce n'est rien. Nous parlerons du projet jeudi. Rien de plus. Je n'ai pas donné plus d'espace au sujet, car il n'en avait pas besoin. Non pas parce que cela n'avait pas compté, mais parce que cela avait déjà assez compté au moment où cela comptait. Et le prolonger au-delà de ce point n'ajouterait rien à aucun de nous deux. J'ai raccroché et j'ai tenu le téléphone un instant. J'ai pensé à l'étrange parcours que les gens entreprennent lorsqu'une certitude qu'ils portaient sans la remettre en question s'effondre. Reban était arrivé à ce dîner avec une image parfaitement organisée du monde, avec ses places, ses hiérarchies, et ses classifications silencieuses mais définitives. Et cette image s'était brisée. Non pas avec violence, mais avec de l'information. Avec la simple et concrète vérité que l'homme qu'il avait placé au niveau le plus bas de la table s'est avéré être la personne qui représentait le plus grand capital dans cette pièce. Ce genre de rupture peut aller dans 2 directions. Elle peut générer du ressentiment. Cette colère particulière que les gens ont lorsque la réalité ne correspond pas au récit qu'ils ont construit, au lieu de remettre en question le récit, ils remettent en question la réalité. Ou elle peut générer quelque chose de plus précieux. La curiosité honnête de celui qui se demande ce qu'il voit d'autre de travers, quelles autres certitudes il porte sans les avoir examinées. Reban avait choisi la seconde direction, du moins pour l'instant. Et cela disait quelque chose sur lui que la première partie de cette nuit n'avait pas révélé. Jeudi est arrivé, avec cette fine pluie d'hiver qui rend la ville légèrement plus calme et légèrement plus grise. Reban s'est présenté au bureau à l'heure, un dossier sous le bras et cette énergie contenue de quelqu'un qui vient pour travailler sérieusement et le sait.
Sans la légèreté sociale du dîner, sans le sourire protocolaire, avec quelque chose de plus proche de la concentration. Je l'ai reçu dans la salle de réunion, pas dans mon bureau. La salle de réunion a cette neutralité qui convient lorsque la conversation doit porter sur le travail, et non sur les personnes qui l'ont. Nous nous sommes assis. Il a ouvert son dossier, et ce que j'ai vu m'a immédiatement dit qu'il avait fait le travail. Les projections de la 3e année étaient révisées. Pas superficiellement, pas avec un ajustement cosmétique qui maintenait les chiffres optimistes avec une autre présentation, mais avec une révision réelle, étayée, avec des hypothèses explicites et des scénarios alternatifs développés. Quelqu'un avait sérieusement réfléchi à ce que j'avais souligné au dîner et avait reconstruit cette partie à partir de la base. Je l'ai regardé. J'ai dit, qui a fait ça? Il a répondu, moi, avec Alberto de mon équipe financière. J'ai hoché la tête, et nous avons commencé à travailler. Nous avons passé près de 2 heures dans cette salle. Non pas une, 2. Parce que la conversation le méritait. Parce que lorsque le travail est bien fait et que les 2 personnes à table sont honnêtes sur les chiffres, les risques et les opportunités, le temps s'organise autour de ce qui compte, et non autour de ce qui était prévu. Rebond était bon. Cela est devenu très clair très rapidement, lorsque le contexte social a disparu et qu'il ne restait que le travail. Il posait les bonnes questions, absorbait rapidement l'information, ajustait sa position lorsque les données le justifiaient, sans avoir besoin de défendre chaque angle comme s'il s'agissait d'un territoire personnel. C'est rare. Plus rare que ça ne devrait l'être. Vers la fin de la réunion, lorsque les chiffres étaient sur la table et que la conversation avait produit quelque chose de concret, quelque chose qui valait la peine de continuer avec les étapes correctes, il y a eu un moment de pause naturelle. Un de ces moments où le travail est fait et, avant que les adieux ne commencent, il y a un petit espace qui peut être rempli de n'importe quoi, ou de rien. Rebond l'a rempli avec quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit, je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec le projet. Je lui ai dit oui. Il a dit, comment faites-vous? Ce besoin de ne pas avoir à ce que les gens sachent qui vous êtes. Le fait d'être dans une pièce où personne ne vous voit et de ne pas ressentir le besoin de le corriger. La question était sincère, pas rhétorique, pas conçue pour atteindre un point spécifique. C'était la question de quelqu'un qui avait observé quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement et avait l'honnêteté d'admettre qu'il ne le comprenait pas. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai dit, ce n'est pas quelque chose que l'on décide une fois. C'est quelque chose que l'on pratique de nombreuses fois, jusqu'à ce que cela ne demande plus d'effort. Au début, moi aussi, je me souciais de ce que les gens pensaient. Je voulais aussi être vu. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que le besoin d'être vu vient d'un lieu d'insécurité, pas de force. Et que chaque fois que vous cherchez une validation externe, vous donnez à quelqu'un d'autre le contrôle sur ce que vous ressentez à propos de vous-même. Rebond écoutait en silence. J'ai continué, le jour où vous comprenez que votre valeur ne dépend de personne qui la reconnaît à voix haute, quelque chose change. Pas soudainement, lentement, mais ça change. Et après ce changement, être dans une pièce où personne ne vous voit ne ressemble pas à une perte. Cela ressemble à de la liberté. Il y eut un silence, pas inconfortable. Le genre de silence qu'ont les conversations lorsque quelque chose qui a été dit a besoin d'un moment pour s'installer avant que la conversation ne continue. Rebond a hoché la tête lentement. Il a dit, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Il l'a dit sans drame, comme un diagnostic honnête, comme quelqu'un qui regarde un domaine de sa vie avec clarté et le nomme sans excuse ni justification. J'ai dit, la plupart des gens le font. La différence, c'est que la plupart des gens ne l'admettent pas, il a souri. Un sourire différent de tout ce que j'avais vu ce soir-là au restaurant. Sans calcul, sans protocole. Juste un sourire de quelqu'un qui est exactement qui il est à ce moment-là. Et qui, pour une raison quelconque, se sent bien. Nous nous sommes serrés la main en partant, et cette fois, la poignée de main était celle de 2 personnes qui se connaissent. Pas parfaitement, pas avec la profondeur que le temps donne, mais avec cette connaissance initiale qui est honnête et qui a la possibilité de se développer en quelque chose de réel, si les circonstances le permettent. Quand il est parti, je suis resté un moment dans la salle de réunion vide. Le dossier avec ses projections révisées était sur la table. Les chiffres sur lesquels nous avions travaillé pendant 2 heures. La possibilité concrète d'un projet qui pourrait fonctionner, ou pas, comme tous les projets. Mais au moins, il partait d'une base honnête et bien construite. J'ai pensé à ce que je lui avais dit,
sur le besoin d'être vu. Et j'ai pensé, avec une clarté qui ne vient parfois qu'après l'avoir dit à voix haute à une autre personne, que moi aussi, j'avais du travail à faire dans ce domaine. Que le silence que j'avais choisi pendant des années n'était pas seulement de la force. C'était aussi, en partie, une manière de contrôler qui avait accès à quelle partie de moi. Une manière de maintenir le pouvoir sur mon propre récit, qui, au fond, n'était pas si différent du besoin de validation que j'avais décrit à Reban. C'était juste la version inverse du même problème. La différence entre le besoin d'être vu et le besoin de ne pas être vu est plus petite qu'il n'y paraît. Les deux viennent du même endroit. Les deux sont des manières de donner le contrôle à quelque chose d'extérieur. La vraie liberté se trouve au milieu. Dans le fait de pouvoir être vu quand le moment l'exige, et de pouvoir ne pas être vu quand le moment ne l'exige pas. Sans que l'un ou l'autre état ne vous coûte quoi que ce soit. Sans que l'un ou l'autre ne définisse qui vous êtes. Ce soir-là, au restaurant, quand Reban m'a forcé à parler, il m'a donné, sans le savoir, quelque chose que je n'avais pas cherché, mais dont j'avais besoin. Non pas l'occasion de prouver quoi que ce soit, mais l'occasion de lâcher quelque chose. De laisser la vérité occuper sa juste place, sans demander la permission à aucune de mes vieilles peurs. Et cela, plus que tout ce qui s'était passé cette nuit-là, est ce qui m'est resté. 3 mois ont passé depuis cette nuit. Le projet de Reban est toujours en cours d'évaluation. Les conversations se poursuivent avec le sérieux qu'elles méritent, avec les bonnes étapes, et sans hâte. Cela pourrait aboutir à quelque chose, ou pas, mais ce n'est plus la chose la plus importante qui soit arrivée cette nuit-là. Ça ne l'a jamais été. La chose la plus importante s'est produite dans une voiture garée devant un restaurant, avec une légère pluie sur le pare-brise et une femme à côté de moi qui m'a posé 2 questions simples qui attendaient depuis 11 ans d'être posées. Maricela et moi sommes les mêmes que toujours. La même routine, le même silence matinal confortable, le même café que je fais le week-end parce qu'elle dit que le mien a meilleur goût, bien que je pense qu'elle le dise plus par habitude que par réelle conviction. Les mêmes longues conversations qui commencent dans la cuisine et se terminent au lit, sans qu'aucun de nous ne se souvienne exactement comment nous sommes passés d'un point à l'autre. Mais quelque chose est différent. Pas en surface, en profondeur. Dans cet endroit où les relations ont leur vraie structure. Celle que l'on ne voit pas, mais que l'on sent dans chaque interaction, dans chaque silence, dans chaque moment où l'un choisit de rester quand il pourrait partir, et que l'autre le sait. Même si personne ne le dit à voix haute. Maintenant, il y a moins de compartiments. C'est tout. Moins de domaines où je décide seul de ce qui devrait être décidé avec elle présente. Non pas parce qu'elle l'a exigé, mais parce que cette nuit-là, j'ai compris quelque chose que je savais en théorie depuis des années, mais que je n'avais pas tout à fait cru en pratique, que partager ne diminue pas. Que laisser quelqu'un entrer dans les parties qui vous tiennent le plus à cœur ne les rend pas plus vulnérables. Ça les rend plus réels. Et les choses réelles sont plus solides que les choses protégées. Il y a eu une nuit, quelques semaines après le dîner, où Maricela est rentrée tard du cabinet, avec cette expression spécifique qu'elle a lorsque quelque chose la préoccupe, mais qu'elle ne veut pas le montrer. Il m'a fallu une seconde pour l'identifier, car pendant des années, j'avais choisi de ne pas faire pression, de ne pas demander plus que ce qu'elle offrait volontairement, de respecter son espace de la même manière que je voulais que le mien soit respecté. Mais cette nuit-là, j'ai demandé. J'ai dit, que s'est-il passé? Elle m'a regardé avec cette expression qui traverse le visage d'une personne lorsque quelque chose d'inattendu se produit, exactement au moment où elle en avait besoin. Elle m'a parlé d'un problème avec un entrepreneur, d'une décision difficile concernant un projet qui était en préparation depuis des mois et qui était en danger pour des raisons qui n'étaient pas entièrement de son ressort. Une de ces situations où il n'y a pas de réponse parfaite et où chaque chemin a un coût. J'ai écouté sans interrompre, sans offrir de solution avant qu'elle ait fini. Juste écouter, ce qui est la chose la plus difficile et la plus précieuse que l'on puisse faire pour quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Quand elle a eu fini, nous sommes restés silencieux un moment, puis je lui ai dit ce que je pensais. Non pas en tant que mari essayant de résoudre le problème de sa femme, mais en tant que quelqu'un qui a pris assez de décisions difficiles pour savoir que parfois, la clarté ne vient pas de plus de réflexion, mais du fait de le dire à voix haute, devant quelqu'un qui écoute sans vous juger. Elle a réfléchi à ce que j'ai dit, a hoché la tête à certaines parties, en a écarté d'autres. Elle est arrivée à une conclusion par elle-même, que je n'aurais pas atteinte exactement de la même manière, mais qui avait sa propre logique parfaite. À la fin, elle a dit « merci ». Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à me remercier pour quoi que ce soit. Elle a répondu « je ne te remercie pas pour la solution.
Je te remercie d'avoir demandé. Cela m'a marqué. Parce que c'était exactement ce que j'avais besoin d'apprendre. Que parfois, la chose la plus précieuse que l'on puisse donner à quelqu'un, ce n'est pas une réponse, mais une question. Ce n'est pas d'arriver avec une solution, mais de créer l'espace où l'autre personne peut la trouver seule. Et cet espace ne se crée pas avec le silence, mais avec une présence active. Avec la simple question, que s'est-il passé, posée au bon moment, avec la bonne intention. Je l'ai appris tard, mais je l'ai appris. Je pense à cette nuit au restaurant plus souvent que je ne l'aurais cru. Pas à Reban, pas aux chiffres, ni au silence à table, ni aux regards qui m'ont regardé différemment dans la seconde moitié du dîner. Je pense au moment avant tout ça. Aux 90 premières minutes où j'étais invisible et où cela ne me dérangeait pas de l'être. Au confort particulier de cet endroit que je m'étais construit pendant tant d'années. Cet endroit où personne n'attendait rien de moi, parce que personne ne savait qu'il y avait quelque chose à attendre. C'était confortable. C'était sûr. C'était complètement à moi. Et c'était aussi, dans une certaine mesure, une manière de me cacher. Non pas des autres, mais de moi-même. De la possibilité que quelque chose que j'appréciais soit altéré en entrant en contact avec la réalité d'une autre personne. De la vulnérabilité particulière de montrer ce qui vous tient le plus à cœur devant quelqu'un qui pourrait, théoriquement, le changer juste en le sachant. La peur la plus sophistiquée n'est pas la peur de l'échec. C'est la peur que quelque chose de bon se brise parce qu'il a été exposé. Et cette peur, qui ressemble à de la prudence quand on la regarde de l'intérieur, est en fait une forme de non-confiance. Non pas envers les autres, mais envers ce que l'on a construit. La solidité de ce que l'on a. Si quelque chose est réel, il supporte d'être vu. Si quelque chose est solide, il ne se brise pas parce que quelqu'un le connaît. Ce que Maricela et moi avions était réel et solide. 11 ans de preuve le prouvaient. Et je l'ai gardé dans l'ombre quand même. Non pas parce qu'il avait besoin de l'obscurité pour survivre, mais parce que j'avais besoin de croire que j'en avais besoin. Cette nuit-là, quand Reban m'a forcé à être qui je suis vraiment, il n'a pas seulement exposé quelque chose devant une table d'inconnus. Il m'a exposé à moi-même. Il m'a montré, avec la précision accidentelle qu'ont parfois les erreurs des autres, que le silence que j'avais choisi n'était plus une force. C'était une habitude. Et les habitudes, contrairement aux forces, ne vous protègent pas. Elles ne font que vous limiter. Il y a une chose que je dis aux gens lorsqu'ils me demandent, dans un contexte professionnel, comment j'évalue le risque. Je leur dis que le risque le plus coûteux n'est pas celui que l'on voit et que l'on décide de prendre. C'est celui que l'on ne voit pas, parce qu'on l'a confondu avec la sécurité. Cela s'applique au marché. Cela s'applique aux affaires. Et cela s'applique, j'ai découvert cette nuit-là, à la vie aussi. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui je suis. C'est toujours vrai. La sécurité interne ne dépend pas de la validation externe. Et cela ne va pas changer parce qu'un homme lors d'un dîner a appris une leçon coûteuse sur la manière de traiter les gens avant de les connaître. Mais il y avait une personne qui avait besoin de savoir. Une seule. Et pendant 11 ans, je l'ai eu à mes côtés, sans le lui donner complètement. Cela a changé maintenant. Et ce changement, petit et invisible pour tout observateur extérieur, est la chose la plus précieuse que j'ai retirée de cette nuit. Pas le regard de Reban quand il a compris qui j'étais. Pas le silence de la table, ni les chiffres, ni le projet, ni la réunion du jeudi. Mais rentrer à la maison après tout ça, s'asseoir dans la cuisine avec Maricela, lui dire la vérité complète pour la première fois, et découvrir que, 11 ans après l'avoir choisi, j'avais bien choisi. C'est ce qui reste quand le bruit s'estompe. C'est la seule chose qui compte quand la nuit se termine, que la pièce se vide, et que ceux qui sont là pour vous voir retournent à leur vie, et que vous retournez à la vôtre. Ce que vous avez quand plus personne ne regarde. Et après cette nuit, j'avais enfin tout.